Et alors, vous avez été conçu dans une prison. Voilà, ce qui est extraordinaire, il faut le savoir. Une prison pétainiste, Pétainiste, quand même, il faut le dire, oui, parce que votre père était résistant. Bonsoir. Bonsoir Thierry, ça va? Heureux de vous recevoir, d'autant plus que vous avez déclaré récemment dans la presse la télé, j'en ai rien à foutre. C'est pas gentil. Non mais c'est pas grave, hein, parce que vous dites après... Non, ça aurait pu être grave, mais vous dites après, les Drucker, Foucault et compagnie sont assez loin de la chose artistique. Non mais attendez. Tu fais comme un oiseau. Bon, vous avez jamais dit ça, bien sûr. Non, j'ai dit plein de choses, parce que j'ai un avis sur tout, moi. Ben, on sait, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Mais je ne l'ai pas dit comme ça. Ce qui n'a pas été rendu, c'était l'humeur. Ouais. Alors, on peut dire des choses avec une certaine humeur, mais quand le mec, il fait un condensé de tout ce qui a été dit, puis ça fait des petits morceaux comme ça ne veut plus rien dire. Quoi. Ouais. Ça, en tout cas, on se sent trahi quant à la lettre et quant à l'esprit. Bon, très bien. Enfin, en même temps, bien. tu claques la porte et tu descends l'escalier. T'arrives en bas, la rue est là. Je te prends avec moi. Bien, alors on est là pour parler de votre 18e album. Et voilà, nouvel album, 18e, mesdames, messieurs. Alors, on va regarder un petit peu de quoi ça parle. Allez. La nature. Deuxième thème abordé dans votre album, on fait ça très sérieusement. L'observation des travers de la société contemporaine, à travers des chansons comme Madame, comme Tout va bien, mais surtout les pages people. Oui. Ça, les pages people, c'est bien violent. C'est bien écrit, en plus, je voulais vous dire. Oui, je dois dire. C'est un beau roman. Non, il y a une phrase, c'est le grand retour des particules. 10 000, hein. C'est le grand retour des particules, des précieuses ridicules. C'est un peu vrai, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Racontez-nous, Michel Fugain. Au fil du temps, je commence à être agacé par, non pas les pages people, parce que les pages people n'existent que parce qu'il y a de la demande, mais par les squatteurs de pages people. Ouais, on est d'accord là-dessus. D'accord, bien sûr. C'est-à-dire les gens qu'on voit, dont on a l'impression qu'ils sont nightclubbers jusqu'à 7 h du matin toutes les nuits. Ils étalent à la fois leurs conneries, leurs pognons, dans une société qui va pas foncer, elle va pas toujours bien, il y a des gens qui sont laissés pour compte. Donc je dis à Claude Lemel, tu me ferais pas un petit truc sur les pages people? Et on avait un truc de référence, c'était une couve d'un hebdomadaire avec une sorte de fille à tête, un peu tête à claque, avec un cigare à la bouche. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Oui, il y a une rime, c'est Pavane et Havane, qui est assez bonne d'ailleurs. Ouais, donc il a commencé par sa pérore et ça se pavane en tétant des Havanes. Ouais, c'est très bien écrit. Et après, ça a coulé et je pense qu'il a fait une très bonne chanson, je pense une chanson référence. Vous êtes choqué, vous, par le retour du fric, c'est pas le retour du fric, mais enfin disons qu'il s'affiche d'une façon encore plus insolente qu'il y a quelques années, c'est ça, non? Si on avait un raccourci, on pourrait dire qu'on est dans la société du veau d'or. Oui, on est en plein veau d'or. Voilà. Maintenant, quand on dit qu'un disque est bien, c'est parce qu'il a beaucoup vendu, c'est pas parce qu'il est bien. Mais ça a commencé, c'est un exemple que je cite souvent, ça a commencé avec Rick Azaray. Vous, ça vous choque, la collection de Galliano pour Christian Dior avec les mannequins qui défilent habillés en SDF? Je l'avais dans la tête quand on a fait les pages people. J'ai toujours dans la tête l'image de cette femme offusquée, mais au plus profond. Hein. Il était vraiment question de dignité, quoi. Elle était devant la porte, elle disait c'est une honte d'avoir fait un défilé à la mode SDF. Il avait créé une mode SDF. Il y a un moment, il faut qu'ils s'arrêtent, ces gens-là, quoi. Je sais pas, il me semble. Ça vous donne envie de couper des têtes, ça? Non, mais bon, un coup de pied au cul par personne, ça serait génial. Ah, Fugain, il a une conscience politique, hein, on va voir pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors donc, sur cet album, encore, il y a vos auteurs habituels, Claude Lemel et Brice Homs, mais une chanson est signée par votre père, Pierre Fugain, et une signée par votre vieux pote avec qui vous êtes enfin réconcilié, Michel Sardou. Ouais, alors bon, celle de Michel, elle s'est faite parce que j'ai fait son album, j'ai fait les chansons de son album. Donc, quand je lui ai dit je passe, je fais le mien maintenant, il m'a dit je vais te donner une chanson, bien sûr. Donc, je suis parti avec la chanson, j'ai fait la musique, voilà. Et puis mon père, alors c'est autre chose. Mon père, il m'a envoyé un texte qui parlait de ce que lui évoquait l'amour que je vis depuis quelques décennies. C'est fou d'ailleurs, ça dure votre histoire, c'est incroyable. Hein. Eh oui, mais c'est une femme. Ah, mais c'est fou. C'est une femme formidable. C'est un exemple pour nous. Il faut quand même que ma femme et moi, on se dit toujours, faisons comme Stéphanie et Michel. Non, mais on se le dit tous les matins. Tous les matins, on se dit, vivons le même amour. Et alors, papa, si tu veux m'écrire une chanson pour fêter notre amour. Bon, on va parler de vous, on va parler de votre vie, on va parler de votre père. Ah oui. Eh oui.
Vous vous souvenez de lui? Oui. Bien. Alors, on va parler de votre vie. Vous êtes né en 1942. Oui. Et alors, vous avez été conçu dans une prison. Voilà, ce qui est extraordinaire, il faut le savoir. Une prison pétainiste. Pétainiste, quand même, il faut le dire, oui, parce que votre père était résistant. Oui. Votre père était résistant, il avait été arrêté. Mon père était surtout communiste sous Pétain, donc il refusait un certain nombre de choses. Il était en cabane, et il a été mis en cabane dans un fort qui s'appelait le Fort Barreau, qui était à côté de Pontcharrat. Et puis un jour où il avait le droit de visite, j'ai été conçu, voilà. Et voilà. C'était quand même sympa, les prisons pétainistes, alors. Surtout quand on est conçu. Super. Ouais, non, c'était bien, et puis... Et voilà. Ouais. Et ce mot résistance, c'est votre mot préféré, non? Oui, absolument. Hein? Comment vous savez ça? Mais je sais beaucoup de choses. Vous avez toujours gardé ça de votre père, c'est pour ça que je dis ça. C'est que votre père était résistant, était un... Bon, c'est vrai que j'ai été élevé dans une culture résistante, résistante aux mauvaises idées aussi, résistante aux mauvaises évolutions dans une société. Ça ne veut pas dire que je vais partir en guerre contre des moulins à vent, ça veut dire qu'on reste vigilant. Je suis allé m'installer en Corse précisément parce que j'ai l'impression que c'est un pays résistant. Du moins, ça fait partie du voyage. Résiste, oui, ça, c'est sûr. Bah oui, bah ouais. Donc, oui, c'est un mot important. Alors, votre père était médecin, donc effectivement communiste dans les quartiers ouvriers. Il était parti en Espagne pour faire la guerre d'Espagne, du côté à 15 ans, hein, c'est fou quand même. Il partait pour s'engager dans les brigades Cheruti. Ouais. Et puis il a été bien sûr arrêté à Toulouse arrêté gentiment, stoppé plutôt, par les communistes qui l'ont renvoyé. Il n'était pas encore communiste, il était à Nard. Et ça j'ai appris il n'y a pas longtemps. Hein. Et puis ils l'ont renvoyé à Grenoble. Et là, parce que les événements sont produits tels qu'ils se sont produits, et il a commencé à se bagarrer, oui, à devenir communiste. Vous faites des études à Grenoble, hein, 11 ans de bagne, à Champollion. Absolument. Hein, il y avait des barreaux même à Champollion. Les barreaux n'ont sauté qu'en 68. Ah ouais? Ouais. Et vous étiez derrière les barreaux pendant 11 ans, donc. J'ai eu l'impression, oui, effectivement. Donc très tôt, passion du cinéma. Et quand vous avez 21 ans, vous montez à Paris pour faire du cinéma. Vous devenez le deuxième assistant d'Yves Robert sur Les Copains. Oui, mais après avoir porté des caisses de caméras pendant longtemps. Et vous mettez à la guitare à l'âge de 20 ans, ce qui est plutôt tardif, non? C'est archi tardif, mais je suis un garçon lent. J'ai un cœur qui bat à 48, donc j'ai tout le temps devant moi. Je courrais encore que les sprinters seront sur le bord de la route, la langue jusque par terre. Et là, vous prenez des cours d'art dramatique et vous rencontrez Yves Régnier, Roland Giraud, Patrice Laffont et Michel Sardou. C'est là où je voulais en venir. Et en fait, vous l'avez connu il y a très très longtemps, Michel Sardou. Absolument, oui. À l'époque, il voulait être acteur. Il était apprenti comédien et un jour, il nous a annoncé qu'il voulait passer, c'était son truc, il voulait passer une audition chez Barclay. Oui. Barclay, ça swingait, hein, c'était l'image, c'était une belle image, Barclay. C'était pas les pages People à l'époque. Non, c'était le I à la boutonnière, c'était extraordinaire. Vous n'avez pas connu ça, les petits, mais c'est bien. C'était bien. Et puis, comme on doutait de rien, on lui a dit on va faire tes chansons. On a fait ses chansons. Il a passé son audition, je l'accompagnais à la guitare et il a réussi. Enfin, il a réussi. Enfin, il a réussi très bien, mais pas avec vous, parce que vous, c'est très mal passé. Thierry, on n'y connaissait rien du tout, rien. Et pourquoi vous êtes brouillé alors? Parce qu'on était en train de préparer son deuxième 45 tours et il me le faisait pas trop bien. Et je lui ai dit, tu fais chier Michel, tu chantes mal. Et là, il s'est levé, vexé, il a pris la porte. Je ne l'ai plus revu pendant 35 ans. Et c'est Camus qui vous a réconcilié. C'est Jean-Claude. Ouais. Jean-Claude Camus. Non, il nous est tellement gentil, Jean-Claude Camus. Jean-Claude aime que nous nous aimions, aime que ses artistes s'aiment. Il est tellement gentil, il faut dire, il a tellement bon cœur, Jean-Claude Camus, en même temps. Vous foutez pas de lui, je le défendrai toujours. Bien. Alors là, vous commencez à écrire pour d'autres aussi. Vous écrivez pour Hugo Frey, pour Dalida, pour Hervé Villard, pour Marie Laforêt. Et le producteur de Marie Laforêt vous propose d'enregistrer un disque. Absolument. Et c'est parti. Ça a commencé par une chanson qui s'appelait Un pas devant l'autre. Ah oui. Après, beaucoup mieux, Prends ta guitare, chante avec moi. Ah oui, ça je me souviins. Et là-dessus arrive mai 68. Vous, mai 68, finalement, ça vous surprend pas tellement, parce que toutes ces idées libertaires, votre père, vous les avez plus ou moins inculquées, je dirais, depuis votre plus jeune âge, donc vous n'êtes pas très surpris. Et puis vous n'êtes pas un fils de bourgeois, donc c'est vrai que 68, c'était quand même surtout je ne suis pas un fils de la majorité silencieuse, voilà. Ça, alors que 68, c'est la révolte des gens de la majorité silencieuse. Après 68, on n'a plus jamais entendu parler de la majorité silencieuse. Donc, et puis en plus, qu'on soit clair, j'avais 26 ballets en 68, donc c'était pas ma guerre, quoi. C'était pas ma guerre. Par contre, j'aimais bien que ça cancre, j'aimais bien qu'il y ait des barricades, j'aimais bien qu'il y ait quelque chose qui se passe qui ressemble à de la sédition. C'était séditieux, quoi. Et cette génération 68, vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour elle. Vous dites que finalement, ils sont devenus, après avoir fait la révolution en 68, ils sont devenus les supposés du capitalisme.
Ils sont tous devenus pubiers, on a l'impression. Ouais, et donc, ils sont tous dans la publicité. C'est vrai. Alors que leur slogan de base, c'était quand même « Halte à la société de consommation ». Ouais. Donc, ça implique un reniement tellement considérable qu'on ne peut pas véritablement avoir d'estime pour tous ces gens-là qui théorisent tous les jours sur la façon dont il faut prendre la société et la façon dont on pourrait la changer. Mais en fait, ce sont des suppôts, oui. Des zélés suppôts du capitalisme. J'adore. Bien, alors, vous faites pas... Pardon? Tout à fait. Tout à fait. Vous faites pas 68, mais après 68, quand même, dans les années 70, au début, vous montez le Big Bazar. C'était quand même bien babacool, le Big Bazar, non? Ouais. C'était autoproduit, l'origine... vous viviez en autarcie, enfin, il y avait quand même à côté... Ouais, l'origine du Big Bazar, c'est très perso, hein, c'est-à-dire, c'était pas sous-tendu par une idéologie quelle qu'elle soit. La seule idéologie qui est sous-tendue, le Big Bazar, c'est quand on est passé au travail, quand on s'est mis au travail, je veux dire bien, pour faire de la scène, et qu'on n'aurait jamais pu avoir une hiérarchie dans les salaires. Sinon c'était beaucoup trop cher. Donc on a dit, on touche tous la même somme. Voilà. C'est ce qui a surpris un peu les gens. Mais sinon, c'était pas possible. Donc après ça, on a dit, bon, ben, c'était une coopérative. Oui, c'est comme Libération au début. Le journal Libération au début, c'était ça. Tout le monde touchait le même salaire. Hein. Et sinon, c'est pas possible. Vous pouvez rien faire. Imaginez maintenant que les gens sont habitués à la hiérarchie dans les salaires. Ben, vous pouvez rien mener, quoi. C'est pas possible. Donc au début des années 70, quand les idées communautaires priment, c'est vrai que c'est très branché, le Big Bazar. C'est très dans l'air du temps, disons. Et puis après 77, une fois que le punk est passé par là, ça devient un peu ringard. On n'était plus Big Bazar en 77. Le Big Bazar s'arrête en 67. Et donc après, en 79, vous ouvrez une école atelier à Nice pour les artistes, hein, le studio de la Victorine. En 82, c'est le début des problèmes. Ça a commencé avec la télé, je me suis retrouvé dans un monde qui n'était pas le mien. Vous avez bossé pour TF1, vous? Ouais, j'en étais sûr. Ouais, et 5 ans qu'on suivi, c'est pas vraiment des problèmes, c'est de l'arrêt, quoi. C'est une année... des soucis financiers, c'est pas... Oui, non, mais une année sabbatique qui se transforme en 5 années sabbatiques, il y a un moment où vous n'avez plus rien. C'est normal, Vous avez vidé le compte en banque, vous n'avez plus rien, et vous avez le percepteur qui fait... Il serait bien que vous vous remettiez au travail, monsieur. Comment vous dites, Fugain? Ouais. Alors là, ras-le-bol, fatigue, considéré comme un has-been par le métier un peu aussi, il faut bien le dire, non? Oui, c'est normal, ça c'est la loi. Mais on fait une autre émission, je vous raconterai tout le bien que ça fait. C'est-à-dire, j'ai recommencé exactement comme un débutant. Je suis allé chanter dans des boîtes avec ma petite bande, c'était extraordinaire. Avec la bande playback? Avec ma bande playback, je suis allé chanter dans des boîtes. Comme Dave, hein? Ah non, mais pareil, exactement. Il y a eu des moments très difficiles, parce qu'à un moment, vous étiez presque obligé. Vous l'avez vendu, votre maison, ou non? Pas du tout. Vous l'avez pété, parce qu'à un moment, c'était quand même... Mais non, et après, après, j'ai recommencé. À partir du moment où il y a l'énergie qui remonte, il faut me couper les mains et me percer les oreilles pour pouvoir m'arrêter. Je préviens tout le monde, là. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, quand vous bossiez pas, en plus, vous dites, je suis pas très doué pour l'introspection, en fait. C'est-à-dire, vous êtes un mec qui aime faire, quoi. Et le côté, je m'arrête pour réfléchir, finalement, ça vous a pas réussi, quoi. Introspection égale dépression, non? On peut s'arrêter à réfléchir tous les jours. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas la peine de prendre un an. Sauf si on réfléchit lentement. Voilà. Non, mais sérieux, un jour, vous dites, j'ai quand même pensé à me suicider, quand même. J'ai été suicidaire une nuit. Ça n'a pas duré, je le dis le lendemain matin à ma femme qui m'emmène chez quelqu'un qui me fait 12 piqûres dans le dos. Ah ouais? Ça a été tellement douloureux que j'ai dit plus jamais je suis suicidaire. Elle est bien, votre femme? Ah, moi j'ai une femme. C'est pour 30 ans. Non, 30 ans, ah oui, c'est bien. C'était pas le soir, il y avait des visiteurs à la télé, non? Non. La même chose. Ceci étant, bon... C'était Taxi, toi, je crois, non? Ceci étant, vous êtes resté quand même assez marginal dans le métier, parce que vous dites, alors vous allez me dire que vous ne l'avez jamais dit, mais vous me dites que les mecs qui dirigent des maisons de disques, 3 semaines avant, ils vendaient des valises. Mais c'était le cas. Mais bien sûr, c'est le cas. Mais personne ne le dit. Peut-être que je l'ai dit un peu en avance, mais il semble que maintenant ça change. Pour la première fois, on en parlait tout à l'heure, pour la première fois, on a des DG ou des PDG qui arrivent et qui sont des artistiques. Attends, ça fait longtemps que ça n'avait pas existé. On avait des marketeurs avant. Oui, c'est vrai. Des mecs qui faisaient que du marketing. C'est méchant. Des marketeurs qui venaient de vendre, ils avaient vendu des valises ou des machines à coudre, et parce qu'ils avaient été bons dans leur domaine, on les mettait dans le showbiz. Et ils arrivaient à la tête des maisons de disques, et ils partaient du principe qu'on vendait un artiste comme on vendait une machine à laver. Et ça, c'est pas possible, un artiste. C'est fragile, c'est un être humain. Faut que ce soit implanté dans une bonne terre. Il faut avoir le pouce vert. Bien, et alors non, attendez, sur Céline Dion, c'est ce qu'il a dit sur Céline Dion, Cad? Comment? Céline Dion, c'est comme un violon sans violoniste.
C'est comme André Rieu, c'est des gens qui se font des couilles en or sans rien donner en échange. Ouais. Céline Dion, des couilles en or. C'est vrai pour Rieu. Et je... Laissez-le parler, mesdames et messieurs. La parole est à Michel Fugain. Michel, allez-y, monsieur Fugain. Mais Céline Dion. Céline Dion. Je me signale quand même que c'est pas elle qui a les couilles en or, c'est René. Ouais. Je m'en fous. Céline Dion, le seul truc, c'est que Céline Dion, elle chante vraiment bien. Elle chante excessivement bien. Elle fait des clones, elle crée des clones. Il y a le nombre de nanas qui veulent chanter comme Céline Dion et arrivent et on entend et c'est terrible. Ouais. Elle chante bien aussi, elle chante bien. Arrêtez, laissez-la tranquille. Elle chante bien, Lara aussi. Je suis désolé, c'est facile. Non, mais ça vous énerve. Alors voilà, le retour des chansons à voix imbéciles. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, soyons clairs. Bah, le retour des chansons à voix imbéciles. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est dit est dit. Bien. Bah bon, pour conclure, vous avez déclaré, en France, il y a 10% de talent, le reste, c'est du pipeau. Allez, on va être gentil, amusez-vous à faire le calcul. On prend Paris et la France, d'accord? On va dire à Paris, il y a 15 000 artistes qui travaillent et qui ont du talent. Ça vous paraît gros, beaucoup, petit? À Paris uniquement, en oui, France? Paris. Ça paraît beaucoup, 15 000 qui ont du talent? Oui. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ça paraît beaucoup. Ah, attends, on va être excessivement généreux. On ajoute la France et on dit, dans toute la France, il y en a 15 000 autres. Ça fait 30 000. Oui. D'accord? 30 000. D'accord. On est excessivement généreux, d'accord? Faut qu'on trouve quel Nous numéro, sommes là, 65 millions. Oui. Nous sommes 65 millions, faites le rapport. Oui. Oui, c'est vrai. Hein. Oui. On est nettement en dessous de 10%. Oui, c'est vrai. C'est lumineux, hein. Vraiment, c'est... Hein. Moi, je suis un peu... Non, mais... Merci, Michel Fugain. Ouais. C'est pas fini. Michel Fugain a un enfant, enfin il en a même 3, mais un petit garçon qui s'appelle Alexis, qui a 8 ans. Absolument. Et rien que pour ça, nous allons vous faire une nouvelle interview. Vous allez l'étraîner ce soir, Michel Fugain. Ça s'appelle l'interview expliquée à mon fils. On ne bouge pas pendant le jingle. Il n'y a que là qu'on peut faire ça. Ah bah oui, c'est quand même... Et sur Comédie, bien sûr. Ah bah sur Comédie. Bonsoir. Alors, par exemple, il vous dit, dis papa, ça veut dire quoi, Annie aime les sucettes à l'Annie? Ah oui. Je lui dis, tu sais ce que c'est qu'une sucette? Oui. Il va me dire oui. Oui. Il y a une petite fille qui s'appelle Annie. Oui. Eh ben, elle aime bien les sucettes. Ah oui, d'accord. Ouais, vous mentez à vos enfants. Mais... Non, mais je sais pas. J'essaie de savoir comment vous les élevez, les vôtres. Je lis le texte. Oui, d'accord. Et si vous dites plus simplement, papa, comment on fait les bébés? Ah, je lui explique. Vous lui expliquez tout? D'ailleurs, il le sait. Hein, vous foutez à poil, vous le montrez? Non, mais il le sait. Avec il Stéphanie. le sait, Hein? il le sait. Il le sait à 8 ans? Bah, bien sûr. Ah, il sait comment on fait les bébés? Ma fille a 9 ans, elle le sait aussi. Elle sait aussi, avant. Très bien. Moi, je prends une bouteille de lait, moi, c'est plus rapide. Là, c'est... Hop, tac, tac, direct. Hop là. Alors, Silence dans la salle. Pardon. c'est toujours Alexis hein, qui vous pose des questions. Papa, pourquoi on meurt? Là, je lui explique qu'on est une espèce animale, qu'on est donc une denrée périssable, Oui. et que c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il faut profiter beaucoup, beaucoup de la vie, et pas en attendant que ça s'arrête. Mais on n'est pas pressé non plus de le faire. D'accord. Papa, ça sert à quoi de travailler puisqu'il suffit d'aller à la carte bleue? Ça, il l'a déjà pas dans la tête. Il peut Ouais. déjà pas poser la question. Ah bon, pourquoi? Non, parce qu'il sait qu'il faut travailler, il faut bosser. Ouais. Il sait qu'il n'aura jamais de carte bleue en même temps. Si. C'est toujours Alexis qui a 8 ans qui dit, papa, ma sœur, elle dit enculé, ça veut dire quoi? Il est pas dans la merde là. J'ai dit, bah, va demander à ta sœur. Autre question du jeune Alexis pour son papa Michel Fugain. Papa, pourquoi Johnny Hallyday il a une Mercedes et pas toi? Qu'est-ce que vous lui dites là? Bah, je pourrais pas. J'ai une Audi, il faut pas exagérer. Ah, c'est pas mal, hein, c'est bien, mais ça va. Oui. Ça va. Et dernière question, papa, pourquoi on ne te voit plus aussi souvent à la télé qu'avant? Ah là, je lui explique. Alors allons-y.
Bah, j'ai dit, oh, la télévision, c'est un peu comme... C'est des enculés, ce que ta sœur t'a dit tout à l'heure. Non. Ta sœur t'a expliqué. C'est un peu comme les trucs à Decaux, c'est tu y vas quand t'as besoin, quoi. Ouais, d'accord. Ah ben voilà, très bien. Il va être bien élevé, ce môme. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.